BFM Business et la CPME présentent Impact PME l'Hebdo avec Philippe Bloch. Quel plaisir de vous retrouver pour le premier épisode de la 5e saison d'Impact PME, l'émission qui, vous le savez, chaque semaine interroge des entrepreneurs sur leurs préoccupations, leurs envies, leurs rêves, mais aussi qui nous permet de préparer notre grand événement, le Grande Journée des PME, qui nous réunira le 28 novembre prochain à la Station F, autour d'une question et d'un thème. Le thème Destination 2030, la question quelle priorité pour les PME. J'ai le plaisir d'en parler aujourd'hui avec trois invités, dont un qui s'imposait à l'évidence, puisque Bruno Bonnel. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030. On ne pouvait pas vous avoir pour démarrer ce programme. Avec également Stéphane Lemaître, directeur commercial entreprise de FreePro. FreePro, on connaissait Free, on va mieux connaître FreePro. Et puis Réuel Misra, vous êtes le directeur général de la maison convertible. On disait du convertible, c'est devenu la maison convertible. Vous nous expliquerez ça juste après. Bruno, expliquez-moi ce qu'est France 2030 pour l'entrepreneur de TPE-PME qui nous écoute aujourd'hui. Bon, d'abord, France 2030, c'est un plan qui a été initié par le président de la République en octobre 2021, qui a commencé en janvier 2022. 54 milliards d'euros destinés à l'innovation, à l'excellence dans l'innovation sous toutes ses formes, à savoir dans plein de secteurs différents. Tous secteurs confondus. Tous secteurs confondus qui vont de la santé à l'espace, de la formation aux grands fonds marins, de l'intelligence artificielle à la transition éco-énergétique. Donc, un gros paquet d'argent optiquement, mais finalement qui va à destination de l'excellence française. C'est-à-dire c'est de l'argent destiné aux entreprises, aux entrepreneurs. PME, grands groupes, 49% aujourd'hui des bénéficiaires. On a déjà distribué 35 milliards sur les 54. 49% ont été vers les TPE, PME, ETI. Qui sont le tissu français. Qui sont le véritable tissu français. Et d'ailleurs, qui montre l'excellence française dans plein de domaines d'innovation. Donc l'idée, ce n'était pas que du 7e à Paris, on décide d'une stratégie descendante, mais qu'au contraire, on propose des thèmes. Et on a reçu des milliers de dossiers. J'ai 5000 bénéficiaires, 5000 dossiers aujourd'hui sélectionnés. Ça représente à peu près 7000 bénéficiaires, parce que beaucoup se sont mis en consortium. Oui. Et donc, on a vraiment dans tout, à la fois l'Hexagone et l'Outre-mer, des entrepreneurs qui font de l'innovation aujourd'hui. Quel est le lien avec la BPI ? On connaît la BPI, France 2030, je ne suis pas certain qu'on connaisse aussi bien son rôle. France 2030, c'est l'État, c'est votre argent, c'est notre argent, c'est l'argent des gens qui nous écoutent. Et cet argent est confié en tant qu'opérateur à la BPI. Donc les grandes lignes stratégiques. Vous êtes le banquier de la BPI un petit peu. On n'est pas le banquier de la BPI, on est le financier. La vision stratégique de la BPI. Et la vision stratégique est là, et ils font l'opérateur. D'ailleurs, on a d'autres opérateurs, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche et la Caisse des dépôts et consignations. Vous nous direz justement quelles sont, à vos yeux, les grandes priorités sur lesquelles la France doit investir finalement d'ici 2030 pour qu'elle réussisse. Parce que comment on fait d'ailleurs ? On part de quoi c'est pas simple. Non, mais on part d'objectifs précis. L'accélération, de l'imprévisibilité de la... Au lieu de partir dans une espèce de délire de recherche tous azimuts, le président de la République a choisi de partir sur des objectifs précis. Par exemple, on doit en 2030 être capable de fabriquer 2 millions d'automobiles par an électriques, de véhicules électriques en France par an. Bon, ça, c'est toute une chaîne de valeur à réinventer. La batterie, on crée des usines, des gigafactories de batterie, de la construction et de la conversion de spécialistes du thermique vers l'électrique. Voilà un exemple, mais c'est aussi, on doit lancer un premier lanceur spatial, on doit créer le premier petit réacteur nucléaire qui soit de petite dimension pour alimenter notamment les grandes zones industrielles, décarbonées, etc., etc., etc. Autant de grands projets qui touchent indirectement des tas de TPE-PME parce qu'elles sont prestataires et partenaires et fournisseurs de tous ces projets. Bien sûr, quand vous parlez de nucléaire ou d'hydrogène, vous parlez d'entreprises qui sont de taille petite et intermédiaire dans plein de régions de France et qui fabriquent de la chaudronnerie, des vannes, des des tableaux électriques. Et donc tous ces gens-là sont tous les sous-traitants ou les initiateurs de ces chaînes vertueuses qu'on essaie de lancer pour 2030. Alors face à vous, Réuel Misra, vous êtes entrepreneur d'une famille incroyable parce que c'est né il y a 40 ans. Oui, tout à fait. Maison créée par votre père et votre mère avec votre oncle et votre tante. Exactement. Et 20 ans plus tard, vous, votre frère et sœur et vos cousins. Mon frère et mes cousins. La diriger encore. C'est ça. Aujourd'hui, c'est donc 50 magasins à peu près. 50 magasins en France. La société est toujours dirigée par mon père. Voilà. Et voilà, nous sommes une société familiale. Nous sommes leaders du canapé-lit en France. Voilà, notre métier, c'est de répondre à un besoin parce qu'on connaît le marché de l'immobilier. On sait qu'il y a un problème de gain de place. Il y en a un aujourd'hui, il y en aura un demain. Et donc, nous, on répond à ce besoin-là en proposant des canapés qui sont fonctionnels, qui proposent différents types d'usages, et en particulier dans lesquels on peut bien dormir et on peut bien s'asseoir. Avec des magasins en propre, en succursale ? Principalement en propre. Oui. Nous avons 25 magasins en propre et nous avons une autre partie en succursale. Donc vous avez aujourd'hui à peu près une centaine de salariés, c'est ça ? Exactement. Et vous croissez sur un marché qui décroît ?
Donc expliquez-nous comment on fait. Vous avez raison, le marché est difficile. Moi je le sais parce que je suis au téléphone, mais expliquez-moi. Il y a des difficultés internes, il y a des difficultés politiques, des difficultés internationales, il y a des questions de pouvoir d'achat. Le marché est tendu. Le marché est complètement tendu. Nous, malgré ce contexte tendu, on a réussi à rester en croissance. Je pense que c'est en continuant à faire ce qu'on sait bien faire depuis 40 ans, c'est-à-dire des meubles multifonctionnels, des canapés-lits, en anticipant les besoins des consommateurs, en écoutant, en comprenant. Et ça se passe bien. Par exemple, là, je vous en parlerai tout de suite. On va parler après. Parce qu'effectivement, je parlais de la maison du convertible, la maison convertible, parce que vous avez changé de nom d'ailleurs, parce que vous ne faites pas que du canapé-lit en fait. Vous dites tout ce qui peut finalement gagner de l'espace dans un environnement de plus en plus cher au mètre carré, de plus en plus difficile à financer pour les Français, etc. Donc c'est très malin. Et puis vous dites, aujourd'hui, le canapé, c'est pas uniquement pour s'asseoir dessus, c'est sur plein d'autres choses. Ouais. Et vous travaillez à 2030. Donc on va y venir après. Stéphane Lemaître, vous êtes quant à vous le directeur général de FreePro. FreePro, très présent en publicité en ce moment, d'ailleurs, sur les ondes. Qu'est-ce que c'est que FreePro par rapport à Free, qu'on connaît tous, avec un disrupteur, le disrupteur des providers d'Internet à l'époque? Bonjour Philippe, je suis Stéphane Lemaître, je suis le directeur commercial d'entreprise et non pas le directeur général. Excusez-moi. C'est un détail. J'ai trop vite lu mon... Aujourd'hui, l'enjeu pour les PME avec FreePro, c'est quoi? C'est de répondre à leurs attentes. Aujourd'hui, FreePro, c'est le meilleur de Free pour les entreprises. Les enjeux... Vous parlez souvent du numérique d'ailleurs dans Impact PME. Beaucoup, parce que ça préoccupe les entrepreneurs. Aujourd'hui, ça les occupe beaucoup. Et c'est exact. Ils ont un vrai besoin de communiquer, donc ils ont besoin de solutions extrêmement fiables, qui soient sécurisées. Il y a un vrai enjeu de cybersécurité aujourd'hui. Ils sont plus touchés, les TPE-PME, que les autres? Les PME sont une cible privilégiée en fait, des hackers et des ransomware. Donc, on se doit, à ce titre, de leur apporter des solutions et des offres qui correspondent à leurs attentes. Quelles sont-elles, d'ailleurs, sur ce sujet-là? Sur ce sujet-là, c'est un software qu'on embarque, en fait, sur les postes clients. Poste client, c'est un terme un peu compliqué pour dire un PC. Vous embarquez un petit software qui, lui seul, n'a pas vocation à protéger l'entreprise, mais s'il est managé derrière, on arrive à protéger l'entreprise. Donc, ce qu'on a connu historiquement, les antivirus ou... on a tous connu, ça délivrait à date. Aujourd'hui, ça a évolué. Ce sont ce qu'on appelle des EDR. On est capable de les protéger. Ce sont des solutions software managées. Et enfin, le dernier élément où les PME sont vraiment très attachés, on s'en doute, c'est le juste prix. Le métier de Free, et notamment de FreePro, c'est de rendre du pouvoir d'achat aux entreprises et aux PME. Ça a toujours été votre positionnement. C'est l'ADN. C'est l'ADN du groupe Free que vous connaissez. On n'en a pas dévié. Ça a des vertus, ça permet aux PME ensuite de réaffecter une partie de cette poche économique à des investissements et ça fait partie de leurs attentes. Une chose intéressante, puisqu'on parle d'attente, et j'aimerais bien vous faire réagir aussi, Bruno, sur ces sujets-là, et notamment sur le côté, effectivement, que vous évoquiez à l'instant. Vous dites, en fait, les boîtes sont confrontées à plein de choses, des hauts et des bas. Elles déménagent, il y a du télétravail, elles réduisent leur surface immobilière. Rien n'est plus stable. On parle toujours du mode VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, etc. Vous avez raison. Et ils aiment bien FreePro, apparemment, parce que vous offrez un truc que certains n'offrent pas, c'est le sans-engagement. Parce qu'ils ne veulent pas, justement, être liés compte tenu de l'incertitude. Alors, l'incertitude, elle est liée à quoi? C'est pas forcément négatif. L'entrepreneur, quand il se lève le matin, il se dit pas je vais reculer, je vais réduire mes effectifs. C'est pas comme ça. Au contraire, il a plutôt un tempérament offensif. Oui, c'est ce qui fait sa singularité d'ailleurs. Bien sûr. Et il a vocation à investir, mais investir c'est dur. C'est compliqué parce que avoir une feuille de route, c'est pas un exercice simple. Souvent, en fait, les opérateurs et les prestataires de services viennent offrir des solutions, certes pertinentes, mais qui les engagent sur une durée bien trop longue. Donc nous, on a fait un choix complètement différent. C'est de leur apporter le sans-engagement. Ce qui leur donne un confort en termes de visibilité qui est sans pareil. Et ça, c'est vraiment une solution qui était attendue par le marché, sur lequel on a apporté une innovation. Vous connaissez notre ADN, on essaye toujours d'apporter quelque chose qui n'existe pas sur le marché. Le sans-engagement dans le monde de l'entreprise, ça n'existait pas. Et on l'a mis à disposition des entrepreneurs et notamment des PME. L'émergence de l'IA générative et de l'intelligence artificielle au sens large, ça modifie votre business ou pas? Alors, ça a forcément des impacts, surtout dans le traitement de la data. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, que ce soit pour une PME, une ETI ou un grand compte, c'est d'utiliser la data et de l'utiliser de plus en plus vite. L'or noir du 21e siècle. Voilà, donc l'IA fait partie de cette contribution. Elle a deux vertus, de traiter la data plus rapidement, au-delà de ce qu'on peut connaître tous aussi, qui est la capacité en fait, des supercalculateurs
d'améliorer la capacité d'apprentissage d'un software. Ça, c'est un autre métier qu'on opère, bien sûr, au sein du groupe Free. Vous avez forcément entendu parler de nos supercalculateurs. Est-ce qu'il y a des demandes dans les PME ? Oui, ça existe. Pourquoi ? Parce que dans les PME, il y a des éditeurs. Il y a des éditeurs de software qui ont besoin d'IA, qui, pour développer leur software, en ont besoin. Donc aujourd'hui, bien sûr, l'IA est au centre des intérêts, c'est bien normal. Stéphane disait qu'on parle beaucoup de numérique dans cette émission, ce qui est vrai, mais aussi parce que c'est une vraie préoccupation des entreprises. On est là au cœur des priorités, à vos yeux, Bruno Bonnel, quand on parle de numérisation, d'intelligence artificielle, de carbone, de réduction de son bilan carbone. Comment vous sentez, si vous deviez vous adresser, c'est l'objectif d'ailleurs ensemble aujourd'hui, à nos amis TPE-PME, quelles doivent être leurs priorités absolues pour réussir ces 5 années qui viennent ? Je pense que d'abord, c'est prendre conscience qu'on est bien dans une transition énergétique fondamentale et qu'à l'échelle de 5 ou 7 ans, le consommateur va devenir très exigeant par rapport à l'impact environnemental de leurs produits. Encore plus qu'il ne l'est déjà beaucoup, toutes générations confondues. Beaucoup plus qu'il l'est aujourd'hui, surtout que ça va compter probablement dans la chaîne de valeur, parce qu'on parle des entreprises qui s'adressent à des consommateurs finaux, mais également à des intermédiaires, dans les chaînes de valeur. Les grands groupes qui imposent des appels d'offres où on doit se plier à un certain nombre de contraintes. Le fameux scope 1, scope 2, scope 3, c'est-à-dire les impacts environnementaux allant jusqu'à vraiment leurs fournisseurs de rang 2, 3 et voire plus. Bien sûr. Donc ça, c'est critique. Donc, ça veut dire qu'on va basculer dans un monde où l'électricité qui produit va devenir probablement l'énergie la plus vertueuse. Donc, c'est pour ça que dans France 2030, on produit de l'énergie renouvelable avec des petits réacteurs nucléaires, mais également de l'éolien flottant, mais également de l'hydrogène. Donc là, il y a toute une stratégie du gouvernement pour atteindre un objectif important. On va doubler notre consommation électrique au niveau du pays à 2050. Et essentiellement d'ailleurs par une conversion d'énormément de sources d'énergie traditionnelles, charbon ou gaz, vers l'électrique dans de très nombreuses entreprises. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, les gains de productivité de demain se font sur le numérique. Que ça soit en software, avec, vous avez parlé de l'intelligence artificielle et des optimisations qu'elle apporte, que ça soit en hardware, avec la robotisation et l'automatisation des chaînes. Ce sont des sujets sur lesquels vous poussez, justement, au sein de France 2030 beaucoup. On pousse énormément. France 2030, aujourd'hui, sur les 54 milliards, c'est déjà d'engager 2 milliards dans l'IA et on va probablement doubler cette somme d'ici la fin du programme. C'est-à-dire qu'on sera à 6 milliards, je double ce qu'on a engagé, donc on sera à 6 milliards, c'est-à-dire plus de 10% de France 2030 sur ce qu'on appelle le plan Convergence IA, c'est-à-dire l'IA dans toutes les applications industrielles qu'on peut imaginer. Le fondateur de Free, Xavier Niel, investit beaucoup dans l'IA parce qu'il regrette que l'Europe soit un peu à la traîne, parce que globalement, on est quand même vachement dépendant, si je peux me permettre, des IA américaines et japonais de leur côté ont des milliards de data qui les alimentent et qui en font finalement les deux leaders, ils sont américains et chinois dans l'IA. Oui. L'Europe, elle a quelque part un peu raté un coche. Heureusement, il y a des entrepreneurs comme Xavier Niel qui sont en train de... Et puis, peut-être aussi vous, France 2030. Est-ce qu'on peut rattraper ce retard ou est-ce que c'est cuit ? Oui, je pense que c'est pas une question de savoir... Je suis quelqu'un optimiste, mais je pose des questions réalistes. Non, mais c'est tout le problème de savoir, quand on fait des observations de photos à T0, on se dit, ah zut, il y en a qui sont en avance, il y en a qui sont en retard, etc. La réalité, c'est la dynamique globale. Et qu'il y a une IA également européenne qui va se distinguer d'autres types d'IA. Plus régulée d'ailleurs, probablement. Probablement plus régulée. Parce que ça, on sait bien faire, la régulation. C'est vrai, c'est vrai. Si je peux me permettre. On est des champions même. Oui, mais il y a un avantage dans l'autre sens, c'est qu'elle va peut-être empêcher certains types de produits qui abusent de cette IA de pénétrer sur nos marchés de consommateurs. Moi, je ne trouve pas qu'on ait un modèle absolu avec des systèmes de réseau type TikTok, où on ait des modèles absolus d'IA qui viendraient violer votre intimité ou vous donner sans régulation. Donc, il faut trouver encore une fois un équilibre. Il est vrai de dire, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il ne faut pas commencer par réguler pour libérer l'innovation. Il faut quand même faire attention aux impacts que ça va avoir. Mais pour revenir aux PME, c'est là que sont les gains de productivité dans cette automatisation et dans cette numérisation qui vont leur permettre justement d'avoir des politiques différentes avec des impacts réels, notamment sur le recrutement de talents, parce que je vous entendais parler tout à l'heure des talents. Absolument. Ça reste un sujet quand même assez essentiel de payer le juste prix de ces talents du numérique, du cyber, etc., qui auront probablement des appels de sirène étrangers, pas si loin d'ailleurs. On se fait piquer un nombre significatif des formations qu'on fait dans les écoles d'ingénieurs numériques par nos voisins européens. Ah, on sait qu'on a les meilleurs mathématiciens, les meilleurs codeurs, etc. Souvent on se les fait piquer et ils demandent les rémunérer mieux. Pour les rémunérer mieux, pour faire plus de profit, il faut numériser. Réuel Misra, la maison convertible,
quelle utilisation du numérique? Alors, on va parler aussi de la façon dont vous sentez un peu les tendances du marché. Ouais. D'ailleurs, venons-en à ce lit, d'ailleurs, ce fameux nouveau canapé qui est en fait le canapé de l'avenir. C'est quoi le canapé de l'avenir? Parce que quand je vous ai demandé comment on se projette à 2030 Ouais. à la maison convertible, Tout à vous m'avez dit non, mais on a un concours pour inventer le canapé 2030. C'est ça. Pour nous, 2030, ça passe beaucoup par l'innovation. Et du coup, on réfléchit beaucoup. Alors, il y a l'innovation, il y a l'intelligence artificielle, le numérique. D'ailleurs, heureusement, je pense qu'on a certains des meilleurs talents en France. Et c'est aussi une Vous en avez excellente chez nouvelle. vous aujourd'hui? Non, nous, c'est pas notre métier. On n'a pas Vous de créez, vous travail. faites Par fabriquer? contre, on travaille avec des gens qui sont spécialistes dans l'intelligence artificielle. D'accord. On essaye d'intégrer l'intelligence artificielle dans tous nos réseaux pour pouvoir rendre l'expérience client la plus fluide, la plus simple et offrir à nos clients le meilleur service. Par exemple, on vient d'intégrer sur notre site internet un chat un chatbot qui intègre l'IA Avec votre propre data ou les data? avec notre propre Parce data. que c'est aussi un des gros enjeux. sûr, Est-ce qu'on évidemment. prend ces data ou est-ce qu'on Évidemment. prend celle d'Internet et du monde entier? On lui a donné toute notre data, notre Oui. connaissance des produits, notre connaissance du sommeil, notre connaissance des matelas, des matières. Et depuis ça, les clients peuvent venir sur Internet et poser la question comment bien dormir. Je cherche un canapé lit en 140, en velours bleu. Et l'IA est là pour aider les personnes et préparer la force de vente qui ensuite va venir conseiller le Sachant client. que vous êtes dans l'ultra personnalisé, Ouais, tout est tout à fait. possible, toutes les coloris, etc. Le canapé 2030. Parce que vous m'avez dit, un canapé, ça sert plus uniquement ça. à dormir. Et c'est Tout à vrai, fait. à faire la sieste, à manger. Alors racontez-moi comment on arrive à un canapé 10 fonctions. Il y a un vrai besoin. Donc déjà, il y a un besoin en gain de place et il y a un besoin en meubles multi-usages. Et on se rend compte tous les jours. En effet, un canapé, ça ne sert plus qu'à s'asseoir. Un lit, ça ne sert plus qu'à y dormir. Et d'ailleurs, nous avons réalisé des sondages auprès de tous les Français et nous sommes rendus compte que c'était de plus en plus vrai, et en particulier auprès de la génération Z, qui utilise de plus en plus son canapé pour réaliser plein de fonctions, comme dormir, comme jouer, comme travailler, comme manger. Même Jenny Vance aux États-Unis, c'est fait. C'est fait. Enfin, c'est pas grave, allez-y. Ou faire de la psychanalyse. Faire de la psychanalyse, oui. Allez-y, pardon. Et comme nous aimons innover, que nous aimons réfléchir à l'avenir, nous avons pris l'initiative de créer un concours de design. Nous avons demandé à tous les designers en France, étudiants comme professionnels, de nous aider à réfléchir sur le canapé de demain. C'est-à-dire que nous avons mis en place ce concours. Il y avait deux contraintes. La première, c'est qu'il y avait du RSE. Évidemment, ça devait être RSE compatible. Et il devait y avoir une fonction lit. Et nous C'était la avons base. reçu des centaines de projets vraiment, vraiment étonnants et vraiment très intéressants. Et le grand gagnant, c'est le canapé suisse du designer Pierre-Louis Gerlier. Donc c'est un canapé Suisse au sens du couteau suisse. Exactement. Ok, Et c'est un d'accord. canapé qui a 10 usages. Sur Allez-y. lesquels, par exemple, on Allez-y. peut, Qu'est-ce que je ne fais pas dormir. encore sur un canapé? on peut créer des espaces de coworking dessus. Parce qu'en fait, c'est un Ouais. canapé qui intègre une table. Donc une table sur laquelle on peut créer différents espaces, D'accord. dormir seul, dormir à plusieurs, jouer. Manger, vous disiez. Manger, bien sûr, s'asseoir, comme toujours. Et donc voilà, je pense que c'est le principe de 2030 et c'est le principe des années à venir. Si on veut rester leader dans un marché, il faut toujours écouter le marché, essayer de le comprendre. Oui, et trouver des niches, parce que vous avez aussi une deuxième enseigne qui s'appelle Le Lit. Ouais, En tout à gros, fait. 8 magasins destinés à une clientèle de gens qui vont aux États-Unis sur des matelas XXL et qui disent j'aimerais la même literie que dans le plus beau calace de Dubaï. Ouais. Mais on ne le trouve pas forcément en France. Vous avez identifié une niche supplémentaire. C'est ça. C'est aussi comme ça qu'on arrive à sortir d'un marché par le haut, même quand il décroît. C'est en tout cas un souhait qu'on avait de se diversifier, parce que c'était important On a un métier qui est l'hyper-spécialisation du canapé-lit, du meuble fonctionnel, et on voulait aller un peu plus loin, aller dans le meuble. Comme dit mon père, derrière une fenêtre sur deux, il y a une chambre. Et donc dans une chambre, il y a un lit. Le marché de la literie est un marché qui sera toujours en croissance. Et donc nous, on a voulu s'intéresser à ce marché. Ça fait 10 ans qu'on le fait. Aujourd'hui, nous avons 8 magasins de literie, et nous proposons des matelas très haut de gamme et à des prix compétitifs, avec un excellent rapport qualité-prix. Qu'on ne trouvait pas avant en France. Ce sont des produits qu'on trouvait un peu plus difficilement. Je me rends pas compte. mais- C'est un marché qui est assez difficile, le marché de la literie. C'est un marché avec beaucoup d'acteurs différents. Je pense qu'il y a un vrai effort de pédagogie qu'il faut faire avec les clients. Mm. Et nous, ce qu'on essaye d'apporter, vraiment, c'est une force de vente ultra spécialisée, ultra formée, qui peut aiguiller les clients. On reçoit nos clients pendant une demi-heure, 1 heure. On demande aux gens de venir, de s'installer, retirer leur manteau, prendre leur temps d'essayer, parce qu'un lit, c'est quelque chose d'absolument personnalisé. C'est quelque chose de subjectif. Bien sûr. Et c'est ce qu'on essaye d'apporter aux gens. Vous endormez le client, quoi. On endort le client et Bruno- il repart avec un matelas. Bruno Bonnel, s'il y S'il vous a plaît. un métier qui a quand même été très disrupté et très challengé, c'est quand même le retail, en fait, la distribution.
quels que soient les secteurs, que ce soit, je ne parle même pas de la mode, etc., mais même l'ameublement, etc. Ça fait partie des enjeux de France 2030 ou bien ce n'est pas votre spectre de réflexion? Parce qu'il est quand même très challengé, il y a des décisions à prendre. Ça fait partie, stricto sensu, des enjeux d'innovation, mais ça fait partie de l'impact qu'a France 2030 sur les territoires. Parce que quand on parlait de retail, on parlait surtout de désindustrialisation, de personnes qui quittaient les centres-villes de villes dites moyennes. Bien sûr. Et là, le fait qu'on réimplante des usines, on a créé depuis le début de plan en 2030, on a réouvert 200 usines. Depuis qu'on réimplante de l'activité ou de la formation, on s'aperçoit qu'au contraire, il commence à y avoir des boutiques qui réouvrent. Parce que l'opportunité est là. Ça faisait quand une usine s'en va, s'en vont les cafés qui sont autour dans un premier temps, les restaurants, puis après les commerces, etc. Donc je pense que même si ce n'est pas notre fonction de les subventionner ou de les soutenir économiquement, vous avez un impact indirect. On a un impact indirect. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est effectivement le développement du numérique fait qu'effectivement la fonction même de point de vente devient, comme l'a dit monsieur, des points de conseil et de référence. Absolument. Et c'est là où il y a une évolution. C'est plus combien je t'enfourgue et puis je fais du volume. C'est de l'attention à la personne, c'est du sur-mesure. Et je pense que cette dynamique-là, elle reste quand même une dynamique de proximité humaine. Alors justement, Stéphane Lemaître, vous avez en fait chez Free Pro 10 agences, justement, 10 agences en France. Commerciales. 10 agences commerciales, plus de 70 000 clients. Est-ce que c'est important et qu'est-ce qu'il attend le client aujourd'hui dans un métier qui est la téléphonie au sens large, la communication au sens large, les outils digitaux au sens large? Comment voyez-vous évoluer leurs attentes? Et comment est-ce qu'on peut y répondre mieux dans les 5 ans qui viennent? C'est principalement lié à leurs usages, puisque les usages ont évolué. La mobilité? La mobilité a évolué. La première demande, on parlait du retail, c'est un exemple concret. Le retail fait partie de l'axe des TPE, PME aussi. Ils vont être en demande d'avoir une qualité de réseau et ce qu'on appelle une continuité de service. Donc, par exemple, nous, on a mis à disposition, on était la première box sur le marché. Ça peut être pour le retail, mais ça peut être pour tout type d'entreprise. Vous pouvez avoir des intempéries qui font que vous ayez ou un sabotage ou des travaux malvenus qui vont faire que vous avez une rupture réseau. Ou quelqu'un qui a juste débranché ma fibre. Qui a juste débranché dans ces énormes placards à fibre. Pour le dirigeant, c'est une vraie problématique. Pourquoi? Ça reste un business. Ça stoppe sa production. Bien sûr. Donc nous, on a mis à disposition dans l'offre, c'est intégré en standard, une box 4G qui va assurer la continuité de service. Quoi qu'il arrive, ça bascule de manière automatique sans intervention humaine. Quel que soit l'endroit où on se trouve. Quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc ça parle en entrepreneur. L'innovation, elle vient d'où? Elle vient de cette lecture du marché, de la proximité qu'on a avec nos clients. Et puis après, l'innovation, c'est quand même l'ADN de notre groupe. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un focus que l'on a en permanence. On ne cherche pas à mettre à disposition des PME des nouvelles solutions qui ne correspondraient pas à leurs usages. Vous parliez de mobilité. La mobilité, elle a évolué. Elle a évolué depuis 2021. Il y a le télétravail, certes, pas que. Il y a le télétravail, mais le fait d'aller en clientèle tous les jours, de se déplacer. Et donc, en fait, on a modifié aussi la capacité pour les entreprises à travers les forfaits mobiles que l'on met à leur disposition, mais aussi à travers les solutions de communication unifiées qui permettent de faire de la visioconférence, du partage documentaire, mais aussi des appels entrants et sortants auprès de toutes les entreprises, quel que soit le lieu géographique où ils se trouvent. Aujourd'hui, on n'est plus derrière un bureau de manière systématique de 9h à 17h. Ça fonctionne plus comme et ça. même si on entend beaucoup de grands groupes, et notamment en Californie, mais maintenant en France aussi, revenir sur le télétravail un petit peu, il est clair que ça a changé complètement la vie des entreprises et leur façon de communiquer en permanence et de maintenir ce lien, ce maintien sécurisé en fait avec la data de l'information. Vous avez un rôle majeur à jouer sur ces sujets-là. Alors ça fait partie en effet des grands enjeux dans les années qui viennent. Parce qu'il y aura toujours du télétravail. Il y aura toujours du télétravail. On parlait de réseau tout à l'heure. C'est pas une course à l'armement, mais par exemple, on a un débit exceptionnel chez Free Pro aujourd'hui qui est de 7 gigas. On peut se dire c'est énorme. Mais en fait, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que les fichiers que l'on partage aujourd'hui, que vous partagez vous-même au sein de votre entreprise, sont de plus en plus élaborés, de plus en plus gros. Et donc, pour assurer la fluidité sur les réseaux, on a besoin d'avoir une puissance sur ces réseaux qui soit inégalée, comme sur la partie mobile. Sur la partie mobile, on est passé à la 5G. La totalité de nos clients sont en capacité d'avoir un accès direct 4G, 5G sur la totalité du territoire. Pourquoi c'est une attente de leur part? C'est vrai que ça améliore la voie de passer à la 5G, mais le principal levier, c'est aussi de surfer sur Internet et d'aller
uploader des fichiers ou émettre des fichiers de taille très, très, très significative. Ça correspond au numérique et à la numérisation de l'entreprise. Il ne nous reste pas 1 minute 20, mais j'aimerais donner la parole à Bruno en conclusion, parce que je ne l'ai pas rappelé, mais vous êtes avant tout un entrepreneur. Vous étiez aussi connu pour des belles aventures, je pense à Infogrames en 1983, etc., une boîte magnifique. J'ai envie de vous laisser la conclusion d'entrepreneur, non pas de secrétaire général à France 2030 pour l'investissement, mais vous, entrepreneur, avec une manière un peu tripale, conseil que vous avez envie de donner à nos entrepreneurs de TPE, PME pour les 5 années qui viennent dans un monde VUCA. On va vivre une période que moi je qualifie des 30 vertueuses. Passionnante. On va vivre une période passionnante. C'est le moment ou jamais de mettre l'entrepreneur finalement en tant que corps social, au cœur de cette transformation. Parce que c'est bien par le travail que les gens réalisent des choses. Et les entrepreneurs doivent vraiment comprendre que, bien sûr, on a des quotidiens qui sont pénibles, bien sûr, on a des informations diverses et variées sur la fiscalité, des choses comme ça. Mais que la France regorge cette dynamique d'innovation et que c'est vraiment dans cette logique de faire partie de cette nouvelle révolution industrielle qui est devant nous, qui est la mission, à mon avis, des entrepreneurs qui arrivent. Magnifique conclusion qui nous va très bien. Merci messieurs, merci Bruno Bonnel, merci à vous. Secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030. Merci Stéphane Lemaître, vous êtes le directeur commercial d'entreprise de FreePro. Merci Réuel Misra, le directeur général de la Maison Convertible. C'est la fin de cette émission, on se retrouve quant à nous le week-end prochain pour un nouveau numéro. Bon week-end à tous, à très vite, ciao. Impact PME l'hebdo.